La cour d'école est le premier endroit que partagent tous les élèves. Il est dès lors essentiel que chacun et chacune s'y sentent bien. Les rues, bâtis, places qui constituent nos villes sont a priori non genrées. Toutefois, nombreux sont les membres du monde universitaire et associatif, soulevant que l'espace de la ville témoigne d'une construction genrée de nos rapports sociaux. Cela s'applique particulièrement à la cour d'école, et ce dès le plus jeune âge. C'est d'autant plus marquant dans le cadre des écoles maternelles et primaires, où chaque élève commence son apprentissage du rapport à l'autre. Il convient dès lors de se demander comment aménager un espace commun qui permettrait d'offrir une nouvelle construction de nos rapports sociaux, d'offrir un espace où se construise une véritable égalité d'accès, mais surtout d'usage. Une cour pour toutes et tous. Et si on décidait de construire ma cour, ta cour, notre cour? Je m'appelle Anne Tomasini, je suis adjointe à la chef de la mission éducation inclusive à la DASCO. Et auparavant, j'étais directrice d'un centre de loisirs à Parité et aussi correspondante handicap pour la circonscription dans laquelle je travaillais, c'est-à-dire le 11e et 12e arrondissement. Je m'appelle Leïla Siabdallah, donc je suis la directrice de l'école Guadeloupe depuis maintenant la rentrée 2018. Donc c'est une école élémentaire et spécialisée. Donc, il y a 3 ULIS, donc c'est 3 dispositifs, donc des unités localisées d'inclusion scolaire, pardon. Et nous accueillons donc à peu près 25% d'élèves en situation de handicap. On a majoritairement 2 types de troubles. On a les enfants qui ont des troubles des fonctions cognitives et des enfants qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Sophie Levrard, je suis docteure en sciences de l'éducation, rattachée au laboratoire CIRNEF de l'Université de Normandie, sur le site de Caen précisément. Et mes études de recherche se portent sur les espaces de l'école et notamment sur la manière dont les enfants s'approprient les espaces de l'école, et en particulier l'espace ludique, l'espace de récréation. Je suis Anne Labreuil, je suis architecte urbaniste. Après avoir longuement travaillé dans une grande agence où je faisais de l'aménagement d'espace public, j'ai monté ma propre agence et je me suis spécialisée depuis quelques années sur les questions d'inclusion et de genre dans les aménagements urbains pour accompagner les collectivités à imaginer, à penser et à développer des espaces urbains plus inclusifs. L'inclusion, c'est la possibilité de devenir flexible pour s'adapter aux besoins des personnes que l'on accueille, là en l'occurrence les enfants, pour le sujet qui nous concerne, quels que soient ces besoins. Donc sous le terme d'inclusion et sous le terme de besoins spécifiques, plus exactement, évidemment il y a le handicap. Le handicap, ça représente à peu près 80% des besoins spécifiques, mais on entend aussi les enfants allophones, les enfants à haut potentiel, les enfants en questionnement d'identité de genre, les enfants malades, les enfants qui ont toutes sortes de difficultés, et même si elles sont temporaires. Ça peut être un enfant aussi qui revient avec une jambe cassée, ou un enfant qui ne vit pas bien le divorce de ses parents. Ou voilà. Tous les enfants aussi placés par l'ASE qui sont en difficulté familiale, en grande difficulté familiale. L'inclusion pour moi, c'est le fait que chaque enfant puisse avoir accès à l'école, puisse entrer dans l'école, indépendamment de ses spécificités qui peuvent être d'âge, de genre, de race, de couleur de peau, de handicap aussi, mais pas seulement. La question d'inclusion, c'est vrai qu'on la lie souvent à la question du handicap. Pour moi, la question d'inclusion, elle est bien plus vaste que ça. C'est vraiment comment on inclut une diversité de personnes. Donc on va parler du handicap, bien évidemment, mais on va parler de genre, on va parler du champ social, on peut parler aussi de l'humeur du moment, comment aussi dans une même journée on peut évoluer et on a des envies différentes. Pour moi, l'inclusion, c'est accompagner tous les enfants pour faire en sorte qu'ils, comme je dis, qu'ils trouvent leur place. Peu importe en fait ce qu'ils ont comme particularité à la base, il faut qu'ils se trouvent leur place dans l'école. Et trouver leur place dans l'école, c'est aussi trouver leur place dans la cour. Pour les enfants, leur cours, il y a quelque chose de très affectif. Il y a un rapport très affectif à la cour d'école. Et donc, les enfants ne vont pas du tout la voir comme quelque chose d'hostile, comme quelque chose de triste. Néanmoins, ils sont quand même assez
clairvoyants et conscients que la cour ne leur offre pas tous les moyens nécessaires pour jouer en étant en sécurité, pour jouer en ayant une intimité. Donc ça, c'est des choses, c'est des mots qu'ils me disent. La récréation, c'est quand même le moment des libertés pour les enfants, où ils ont peu de consignes généralement, puisque c'est un moment où ils doivent pouvoir jouer et choisir leurs copains de jeu. Ces espaces, moi je les vois comme des sortes d'aéroports, en fait, des espaces certes de grande liberté, mais qui sont réservés vraiment à certains enfants seulement. C'est le premier espace public qui est utilisé par les enfants. Donc il a vraiment un enjeu de formation, d'apprentissage, de partager un espace. Et là, se joue énormément de choses. Donc la question de l'inclusion, il l'a travaillé dès la plus petite enfance. C'est vraiment comment on peut partager un espace, un bien commun. C'est vrai que dans la cour de récréation, les enfants sont amenés à être en interaction. Là, on est dans l'inclusion la plus palpable. Actuellement, c'est la cour, dans son centre et dans son grand centre, est souvent réservée aux enfants qui sont rapides, qui courent, et aux jeux d'ailleurs plutôt vifs, énergiques et plutôt sportifs. Et tout un tas d'enfants ne trouvent pas leur place là-dedans, que ce soit parce qu'ils ont peur, parce que ce n'est pas des jeux qu'ils ont envie de partager, parce qu'ils ont peur du bruit, de la violence, de toute cette activité autour d'eux. À partir du moment où la cour offre suffisamment, chaque enfant peut s'y retrouver. C'est sûr qu'actuellement, les cours, globalement, même si c'est en train de changer petit à petit, elles offrent peu de choses. Elles n'offrent qu'une cour bétonnée, carrée. Il n'y a plus de buissons, il n'y a plus d'arbres, il n'y a même plus de trous pour jouer aux billes. Il n'y a pas de banc pour s'asseoir parce que sinon les enfants sautent dessus et donc ils vont se blesser. Voilà, elles sont aseptisées. Donc il n'y a plus cette affordance, il n'y a plus cette offre ludique, pas cette... Je ne dis pas il y a plus, il n'y a pas cette offre ludique variée. Effectivement, actuellement, les cours, quand elles sont peu aménagées, sont très genrées. On a vraiment une séparation des garçons d'un côté et des filles de l'autre, qui est accentuée par un âge aussi où on est peu en mixité. Mais c'est vrai que l'espace n'offre peu de lieux de rencontre et d'usages qui peuvent se faire en mixité. Donc il est vraiment important pour construire cette mixité, pour aller un peu au-delà, de penser et d'imaginer un espace qui sera plus adapté en fait, à l'ensemble des enfants. Il y a déjà une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que les enfants, en fait, quand ils veulent communiquer ensemble, ils y arrivent. Ils y arrivent toujours. Alors des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais ils y arrivent, quel que soit d'ailleurs le handicap des enfants. Une cour inclusive n'a pas forcément vocation en fait, à proposer des choses qui vont être accessibles à tous. Chaque enfant est différent et on ne peut pas en fait proposer quelque chose qui va convenir à tout le monde. C'est pas forcément grave en fait si tous ne trouvent pas leur place sur tous les jeux, mais le plus important c'est qu'à un moment en fait ils puissent y trouver ce qu'ils cherchent. Même si ce n'est pas tout ce qu'ils cherchent, qu'ils trouvent à un moment ce dont ils ont besoin. Je crois qu'une cour de récréation peut devenir plus inclusive déjà en proposant des espaces différents, une diversité d'espaces déjà, et des espaces différents, des espaces où on peut bien sûr courir et se défouler quand même parce que c'est nécessaire pour beaucoup d'enfants, mais aussi des espaces beaucoup plus intimes où l'enfant peut lire, peut simplement rêver, peut discuter, des espaces où il peut bricoler, laisser de la place à son imaginaire, peut-être des espaces aussi où on peut trouver du petit matériel, pas forcément très, très développé, mais où l'enfant peut utiliser ce matériel et l'utiliser comme il veut et imaginer ses jeux. Au niveau social, bien évidemment, c'est la coopération, expérimenter à plusieurs, se défier à plusieurs, partager, se réunir autour d'un jeu, etc. Et puis ensuite, ce qui est très important, c'est dans la charte d'usage, dans la gestion, c'est voir comment, là aussi, on va pouvoir un peu donner de la place à chacun et quels sont les enfants, comment on entretient une cour, comment on la partage, quelles sont les règles de vie au sein d'une école et là au sein d'une cour. Et là aussi, il y a vraiment des enjeux d'inclusion.
puisque chacun va trouver sa place et la donner, et ce ne sera pas tous les jours la même. Le fait que les espaces dans la cour soient clairement identifiés, les enfants vont pouvoir être autonomes. Ils vont pouvoir d'eux-mêmes prendre des repères, alors soit visuels, soit tactiles, mais souvent la première chose, c'est souvent des repères visuels, et ça va permettre aussi de faire diminuer le stress ou l'angoisse. La cour végétalisée, elle apporte cette affordance ludique et qu'il y ait une offre de variété des matériaux, de la matérialité et des jeux qui vont être possibles à mettre en place dans cet espace. La différence de matérialité va déjà pouvoir apporter aux enfants, par exemple, qui ont des problèmes de vue, tout simplement, pour pouvoir toucher des matériaux différents. En plus, s'il y a des matériaux naturels, alors je ne suis pas une spécialiste, mais on sait que ça peut vraiment calmer les enfants, comme les adultes d'ailleurs, de renouer avec des choses simples et basiques de la nature. Le fait de toucher, ça va aussi permettre de créer des activités ensemble, mais où on peut parler en même temps. Et quand les mains sont occupées, les discussions sont différentes, les confidences sont différentes aussi. Les cours de récréation, quand on travaille dessus, on remarque qu'elles ont été aménagées en fait, pour le bien et pour les besoins des adultes. Les besoins de surveillance, les besoins de gestion, et qu'on en a oublié les besoins des enfants. Donc revenir aux besoins essentiels des enfants permet d'avoir une approche beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire que les besoins sont très diversifiés comme les besoins des adultes, mais comme ils sont des petits adultes en herbe, il faut vraiment penser, imaginer toutes les situations et toute la diversité, et que chacun puisse trouver sa place et puisse s'en faire aussi à l'autre. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'ils ont une grande notion en fait, de leurs besoins et du besoin de leurs amis, ou de besoin d'autres enfants, même s'ils ne sont pas leurs amis, parce qu'ils ont encore cette faculté d'observer que les adultes n'ont pas forcément, parce que pas le temps, parce que plusieurs enfants à surveiller, parce que pris entre plein de tâches différentes. On peut vraiment faire confiance dans les propositions des enfants. Alors tout ne sera pas évidemment possible, mais n'empêche qu'ils ont des pistes, plein de pistes. Et je pense que c'est important de les impliquer. Et ils vont nous amener des idées et des réponses auxquelles nous, on n'a pas forcément pensé. Parce qu'ils sont au plus près, justement, et de l'âge et des besoins. Si on leur demande leur avis, si on les inclut dans cette collaboration, dans ce collectif pour réaménager une cour, les enfants vont être plus respectueux aussi des aménagements qui vont être faits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble, que les enfants ont choisi tel matériau, tel espace, etc., ils vont davantage le respecter. Là aussi, il ne faut pas négliger le fait que les enfants, ils peuvent jouer en fait avec n'importe quoi. Ils peuvent ils peuvent jouer avec de la terre, ils peuvent faire un petit château, ils peuvent s'inventer des histoires, ils sont aussi énormément pleins de potentialités, et il ne faut pas, quelque part, il ne s'agit pas de tout donner aux enfants, c'est aussi à eux de construire aussi les adaptations ou les choses dont ils ont besoin pour jouer. Ce qui est vraiment très important, c'est que les enfants, quand on les rend acteurs, ça les valorise, et ça les motive, et ils vont vraiment prendre les choses très au sérieux, et ils vont avoir envie de le faire, même si au final c'est eux qui vont en bénéficier, mais ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, et c'est vrai qu'en général on ne le regrette pas. Toutes ces autres formes de dialogue, comme les pictogrammes, quelques gestes de langue des signes, les dessins, les explications, les accompagnements, les exemples matériels, vont aider tous les enfants en fait. Tous les enfants vont les utiliser, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas bien lire, alors qu'ils devraient savoir lire dans les normes actuelles, parce qu'il y a des enfants qui comprennent plus ou moins bien, parce qu'il y a des enfants qui rêvent, tout simplement. Du coup, comme tous ces moyens vont être utilisés par tous les enfants, de toute façon, ça va les valoriser. Tout ce qui est jeux interactifs, ou des jeux d'imitation, ou des jeux de bricolage, etc., peuvent se pratiquer à plusieurs et peuvent susciter l'aide entre les enfants. On a même des enfants qui vont avoir, à un moment donné, même en étant
je ne sais pas moi, en préadolescence, avoir besoin de retourner vers ces jeux-là. Et quand il y a d'autres enfants qui ont des difficultés, les utilisent. Ces enfants préadolescents, qui vont être souvent dans la rivalité, la concurrence, l'apparence, etc., vont retourner à cet état d'enfant, se le permettent parce que d'autres enfants qui ont des difficultés, eux, y accèdent beaucoup plus facilement, en fait, beaucoup plus naturellement. Mais quand on a des enfants justement qui ont des difficultés avec la lecture, etc., on peut leur proposer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs même en classe, hein, proposer des supports visuels. Proposer des petits pictogrammes ou ce genre de choses, des choses qui vont être facilement en fait, accessibles et qui vont leur permettre de pouvoir jouer rapidement. Les jeux collectifs sont aussi des points d'entrée pour inclure les enfants, parce que les enfants vont être dans l'imitation, dans la reproduction de ce que fait l'autre. Et comme je le disais aussi, on a cette notion de novice et d'expert. On a toujours un enfant qui ne sait pas et puis un enfant qui sait mieux faire. Et là, tout ça, indépendamment des apprentissages scolaires, on va être dans cette imitation et cette reproduction de ce savoir-faire. Voilà, il y a un enfant qui va montrer le savoir-faire ou qui va faire sa construction, son jeu. Et donc, l'autre, par imitation, va acquérir ce savoir-faire. À chaque fois qu'on se questionne sur l'inclusion, on se questionne de toute façon sur la place de tout le monde. Et chaque enfant, à un moment, a un besoin spécifique de toute façon.